Cube Radio. Passage à vide pour des équipes qu'on voyait pourtant au Super Bowl. Est-ce le début de la saison des doutes dans la NFL? Tout ce que vous devez savoir sur la date limite des échanges dans la NFL. Quelle équipe est vendeuse? Quelle équipe est acheteuse? Plusieurs équipes devront rebondir cette semaine. Donc, ne manquez pas les prédictions de la zone payante pour la semaine 8 de la NFL. Une photo diffusée dans un stade universitaire suscite la colère au Michigan. Ne ratez pas les détails au bar. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous, bienvenue dans la zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis en compagnie de l'expert football du Journal de Montréal et de Québec et très heureux partisan des Vikings du Minnesota. Regardez-les comment il est beau! Hey, c'est rare qu'on peut faire le pan. C'est rare qu'on peut faire le pan, Jean-Nic. Quand on est fan des Vikings, on souffre. Puis surtout les games en prime time, tu sais ce que c'est, là, prime time Kirk, puis toutes les jokes plates, là. Ben là, on peut se vanter la face un petit peu. Ah, oui, monsieur. Bien. Ben oui. Incroyable. Ben écoute, parlons-en. Ça a été une semaine quand même pour les gens qui ont des poules là, de... On en parlera tout à l'heure, là, mais il y a beaucoup de matchs qui ne sont pas déroulés comme nous avions prévu, mon cher monsieur l'expert. On peut dire c'est ça. pas le seul là, quand même. Là. Attends, je te corrige. On peut dire que ça s'est pas passé comme on avait prévu, mais là, je sais pas si on peut dire expert, par exemple. Parce que non, mais il y a écoute, c'est ma experts. pire semaine à vie, moi, perso, Jean-Nic. Je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai jamais vécu ça. On en parlera tantôt. J'ai hâte de savoir ton score. On en parlera tantôt. Moi, j'ai peur. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs experts à la télévision toute la semaine, la fin de semaine, les matins de match, qui avaient dans leur poche des matchs où ils étaient sûrs, là, ils disaient, ben oui. San Francisco, aucun problème. Buffalo, une main dans le dos. Ben oui. On sait c'est quoi les certitudes dans la NFL. Détroit va les montrer qu'il est supérieur. Là, on parle, il y a 4 équipes qui avaient une seule défaite avant le match, avant la fin de semaine, qui en ont maintenant 2. Il y a, on va finir par le dessert, là, mais il y a Détroit, il y a Buffalo, il y a Miami, et voilà. Il y a les 49ers. Ouais, ben les Niners, c'est pas il y a 2 semaines. Mais comment on était nous expliquer ce match-là? Là? Ben écoute, on était même heure, même pas, s'il y a 2 semaines, Jean-Nic, puis on se disait, là, il n'y a plus de doute possible. Là. C'est l'équipe de l'heure dans la NFL. S'il fallait faire un pick aujourd'hui pour le Super Bowl, c'est les Niners. Écoute, 2 semaines plus tard, on a l'air fou. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire dans ce ligue-là? C'est tout le temps l'incertitude. La seule certitude, c'est que tout ce qu'on pense va être chamboulé d'une semaine à l'autre. Puis ce match-là, ben écoute, les Vikings ont très bien joué. Il y a eu de la pression autour de Kirk Cousins, mais ça s'est jamais vraiment rendu à lui. Ça, c'est surprenant quand même, là, parce que moi, je m'attendais que Nick Bosa, Javon Hargrave, Randy Gregory, ça soit d'en face à Cousins tout le temps. Il s'est très bien débrouillé. Il n'y avait pas de Justin Jefferson, mais ça a été le coming out party de Jordan Addison. Solide. T'sais, écoute, il y avait déjà 4 touchés avant le match. C'est pas comme si c'était un sombre inconnu qui était sorti de nulle part, là. T'sais, c'est une recrue qui est promis un bel avenir, mais vraiment, ça a été quelque chose, là. La fameuse passe qui a arraché des mains à Charvarius Ward juste avant la demi, c'était de toute beauté. Mais tu sais, tu regardes ça. Est-ce que tu regardes ça d'un 2-3, d'un 4-7, qui aurait le dessus? Je continuerais de prendre les Niners. Oui. Là. Je le dis humblement comme partisan des Vikings, mais c'est mon moment de gloire, fait que laisse-moi le vivre. Bon, mais j'étais très heureux pour toi hier soir. Je savais que tu jubilais, puis je savais que c'était un gros match, je savais que c'était prime time, je savais que les yeux étaient tournés vers les Vikings, puis je savais aussi que... Dis-le aux gens que tu m'as écrit, t'es arrivé de ton match... Puis tu m'as dit, c'est à demi, puis les Vikings sont encore dedans. Dis-le, ça. Exact. Oui, non, je suis revenu du hockey. Ça m'a blessé. Oui, non, écoute, je me dis, je vais aller prendre ma douche, là, mais tu sais, y a-tu vraiment une fin de match qui m'attend? Je suis pas sûr. Puis, il y a plus qu'une fin de match. Il y en a eu toute une. Puis, c'est ça aussi qu'on se dit, moi, tu sais, après ça, tu sais, les Dolphins ont perdu. Bon, contre les Eagles. Tu
il nous manquait des joueurs. On était à l'étranger. Un match contre la nationale. Les arbitres, on n'a pas perdu à cause des arbitres, là, mais tu sais, on s'entend qu'il y a eu 10 punitions de l'autre bord calées, 0 de l'autre bord, des jeux importants qui n'ont pas été appelés. C'est pas à cause de ça qu'on a perdu, mais tu sais, ça rentre dans les ingrédients. Il y a eu des calls encore plus flagrants contre certaines équipes. En fin de semaine, les Colts, honnêtement, se sont fait vraiment voler. Là. Oui. Non, mais c'est pour ça que je l'ajoute, là, mais je suis pas en train de déchirer ma chemise sur le fait qu'on a perdu la game à cause des arbitres. Je pense que ça a été un facteur, là, mais tu sais, bon. Il reste que il y a 17 games dans l'année maintenant. Là. C'est drôle, moi, je le répète souvent, là, on dirait qu'à 16... à 17 games, tu vas en perdre. Là. C'est sûr. Là. Tu vas perdre les Bills perdent contre les Pats. Match intra-division à Foxborough. Ah oui. It is what it is. Des rivalités. Ben oui. Ben oui. Tu sais, eux autres, les Pats, ils jouaient leur vie là, en fin de semaine. Là. Ouais. Mac Jones, là, il jouait sa vie en fin de semaine. S'il perdait ce match-là, leur saison était finie. Puis lui, il s'en allait sur le banc, personnellement. Moi, je crois pas que la corde était longue, honnêtement, rendu là. Fait que... Toutes les équipes qu'on a nommées, tu as parlé de San Francisco, Buffalo, Détroit, Miami, ça reste des contenders, là. Soyons sérieux un peu. Là. C'est pas demain matin qu'on va dire « Ouais, finalement, c'est tout croche, puis il y a des problèmes, soyons francs. » mais quand même, je m'attends à voir ces clubs-là en série, personnellement. San Francisco, s'il y a un élément que je veux porter à ton attention, Jean-Nic, est-ce qu'on a découvert la kryptonite de Brock Purdy? Puis je parle pas des Vikings, je vais te parler d'un autre élément. Quand les Niners tirent de l'arrière au 4e quart, on sait que c'est rare, ça arrive pas souvent. Mais lorsqu'ils tirent de l'arrière au 4e quart, Brock Purdy, en carrière, 12 en 31, 166 verges, aucun touché, 3 interceptions. Écoute, est-ce que je suis en train de te dire « Ah, Brock Purdy, mettez les breaks, il est pas si bon que ça. » Non, c'est un excellent jeune corps arrière. Les Niners devraient aller loin avec lui, mais ça reste que, pour l'instant, c'est encore un club qui est bâti pour prendre les devants tôt dans le match, s'appuyer sur cette avance-là. Pour l'instant, non. Et ça peut le devenir. Faisons attention, il faut être nuancé. Il peut le devenir, mais pour l'instant, c'est sa kryptonite à Brock Purdy. C'est vrai que quand on l'a vu prendre le ballon avec moins de 2 minutes à faire, pas de temps d'arrêt, moi je la filais pas. Là. Honnêtement, c'est pas à cause qu'il y avait juste un match moyen, là, mais c'est comme il t'inspire pas encore assez confiance. Ça va peut-être venir avec le temps, mais il est jeune encore, dans sa carrière, là, puis lui demander de faire des comebacks avec l'équipe qu'il a. Il serait capable, pourtant, mais c'est pas... Il l'avait fait. À Cleveland, c'était pas si mal, parce qu'il a amené son équipe en position de botté, puis c'est un botté raté. Ouais. Mais à Minnesota, là, c'était clairement pas ça, puis Bynum avec l'interception finale. Mais, écoute, je voulais juste le souligner, parce que on voit encore que les Niners, c'est un club qui a été construit, c'est ça, pour se doter d'une avance. Ce qui m'a le plus inquiété, moi, sur Brock Purdy, on dirait que c'est Kyle Shanahan à la fin de la game. Là. Quand il a fait son point de presse, là, il était vraiment prompt à dire « Ah non, Brock Purdy était excellent. Ah non, Brock Purdy était très très bon. » Tu sais, c'est comme, voyons, là. Comme s'il veut le surprotéger un peu, là. Ben, c'est ça, là. Ouais. Moi, j'ai trouvé, ça, c'est la seule chose que j'ai trouvé louche, un peu la réaction de Kyle Shanahan. Rapidement, j'aimerais ça que tu me parles Détroit. Tu sais, si, mettons, il y a une équipe qui a perdu en fin de semaine, qui avait seulement qu'une défaite, puis qui a une défaite qui est peut-être plus, ok. Dans ma tête... j'ai hâte de t'entendre, mais est-ce que Détroit a plus de doutes en sortant de la semaine avec leur défaite à Baltimore que les autres équipes? Écoute, c'était une bonne volée. Ça, c'est sûr que ça te joue dans la tête. Là. Une volée comme ça, là, c'est quoi, 38-6? Ouais. Je le vois plus, moi, comme une mauvaise journée dans le système, puis elle est sortie. C'est mieux qu'elle soit sortie là qu'en janvier. Je sais pas si je suis trop optimiste pour les Lions, mais en plus, ils jouent dans une division où, t'as les Vikings à 3-4 tranquillement qui font du bruit un peu. Les Bears qui s'améliorent un peu, mais c'est des équipes qui se sont creusées des gros trous. Donc, forcément, moi, je me dis, les Lions ont la voie peut-être un peu plus facile que d'autres équipes.
la NFC qui est moins compétitive que la AFC, puis particulièrement dans le Nord. Moi, je te dirais que dans les équipes qu'on a nommées, celle qui m'inquiète un peu plus, c'est Buffalo. Parce que ça fait 3 semaines que ça joue mal. Là. Ça fait 3 semaines. C'est pas une mauvaise journée au bureau. On va recommencer, on efface, puis on recommence. Là. Tu sais, contre Jacksonville, ça a été très moyen. L'attaque s'est cherchée beaucoup. Après ça, la semaine d'après, New York, ils ont gagné contre les Giants, mais ça a tout pris à la toute fin. Puis là, tu t'en vas perdre contre les Pats. Puis écoute, ça a failli être une remontée miraculeuse, mais il ne méritait pas la game. Là. Mettons qu'il l'avait eu à la fin, puis que Mac Jones n'aurait pas fait son comeback. Il ne méritait pas de gagner ce match-là. Moi, Buffalo, j'explique ça. Tu vas me dire, il y a des blessures dans toutes les équipes. Oui, il y en a. Il y a des blessures très importantes. Là. Mais Buffalo... Comment tu l'expliques? Les blessures ou... Ben, moi, je pense que les blessures, dans les 4 matchs qui ont été perdus, mettons, les Dolphins puis les Bills, là, je mets les 2 équipes qui étaient le plus affectées par les blessures pour leur match. Mm-hmm. Puis, c'est pour ça que je me dis, je suis pas inquiet pour les Bills parce qu'il y a des joueurs qui vont revenir. Il y en a qui reviendront pas, Marc, là. Ben moi, ce qui m'inquiète au niveau des Bills, c'est l'attaque qui connecte pas depuis plusieurs semaines. Tu sais, il y a eu quelques volets là, contre les Raiders en début de saison, entre autres, les Dolphins. Désolé de te le rappeler. Mais l'attaque, d'une semaine à l'autre, c'est plus un automatisme là, comme l'année passée, l'année d'avant. On sait pas trop. Il y a certains matchs où c'est off un peu. Comme je te le disais la semaine passée, beaucoup trop centré sur Stephon Diggs. On va peut-être parler, là, si tu veux, de la date limite des échanges. Est-ce que c'est le moment pour les Bills d'aller chercher un receveur en renfort? Bon, ben peut-être. Allons-y, là. On enregistre en début de semaine. À ce moment-ci, il n'y a pas encore d'échange. L'année dernière... Il y en a eu un gros important. Là. Ouais, il y en a eu un gros, t'as raison, on y reviendra. Mais l'année dernière aussi, c'était la semaine... Selon mon souvenir, il y avait beaucoup plus d'échanges. Ouais. Les jours d'avant que la journée. Alors, peut-être qu'il va y avoir des échanges cette semaine. Vas-y, parle-nous de l'échange qu'il y a eu. Les Eagles sont allés se renforcer à une place où peut-être c'était le seul endroit où il n'y avait pas de profondeur. Mais absolument. Sinon, trouve-moi 2 équipes qui devraient acheter puis 2 équipes qui devraient vendre. Écoute, les Eagles, là, juste pour résumer rapidement, Kevin Byard, un maraudeur, c'est celui qui a le plus d'interceptions à sa position dans la ligue là, depuis 2016, depuis son arrivée comme partant dans la NFL. C'était le cœur et l'âme de la défensive des Titans. Ça va être tout un leader. Comme si les Eagles avaient besoin de plus de bons leaders. Tu sais, la fameuse expression en anglais de « rich get richer », les riches s'enrichissent. Je le vois comme ça, les Eagles. C'est un très gros coup. Ils n'ont pas donné grand-chose. Un choix de 4 et un choix de 5. Kevin Byard qui peut amener non seulement des gros jeux, mais comme je le disais, du leadership, une belle profondeur. Tu sais, ils ont perdu Chauncey Gardner-Johnson là, sur le marché des agents libres, les Eagles. Ça leur a fait mal un petit peu. Là, tu viens combler cette perte-là pour pas grand-chose. Chapeau à Howie Roseman qui sort toujours un lapin de son chapeau. Là, quant aux équipes acheteuses... Moi, être les Bills, j'irais chercher de l'aide pour mon attaque aérienne. Est-ce qu'il faut aussi quelqu'un pour appliquer la pression sur le corps arrière ou on se fie que Von Miller va revenir vraiment 100% en santé? Ça serait des achats que de ce côté-là que je regarderais. Puis tu sais, tu regardes du côté des Bills, qui pourrait les aider? On parlait de pass rusher, là, d'ailier défensif. Ben écoute, certainement qu'un Brian Burns avec les Panthers pourrait être disponible. Qui sait, est-ce que les Vikings vont se dire « Ouais, avec la victoire qu'on a là, on vend plus » ou on va continuer la trajectoire qu'on semblait avoir à rajeunir la défensive? Tu sais, un Daniel Hunter pourrait être mis disponible. Mais c'est des joueurs qui vont coûter cher, qui commandent des gros salaires aussi, puis dans leur cas, sont à leur dernière année de contrat, donc tu es conscient que tu prends un joueur de location. Il est là le gros risque. Là. Mais c'est ce que les Rams avaient fait avec Von Miller, puis ça a été leur chercher un Super Bowl, rappelle-toi. Là. Donc, faut être prêt à prendre ces risques-là quand tu es sur le bord. Si j'étais les Ravens, tu sais, je sais qu'ils ont Gus Edwards, qu'ils ont Justice Hill, c'est pas des mauvais porteurs de ballon, mais est-ce que tu fais une offre qui est super intéressante, je sais pas, pour aller chercher... Pour Derrick Henry? Derrick Henry, pour aller chercher un Josh Jacobs, un Saquon Barkley, peut-être que ces gars-là sont pas disponibles, je te lance des noms comme ça.
Mais on parle de gars encore là qui sont à la dernière année de leur contrat. Tu sais, dans le cas de Derrick Henry, il prend de l'âge, mais il est encore capable d'être très physique, de donner des bonnes verges aux Ravens. T'es un club là, qui est sur le bord là, vraiment d'une explosion. Moi, j'y penserais sérieusement à des noms comme ça. Un pass rusher que j'ai pas mentionné, Chase Young, il a 24 ans. Les Commanders, recrue défensive de l'année en 2020. Ans. Mais il a été blessé beaucoup 2021, 2022. Je sais pas à quel point les Commanders sont engagés avec lui à long terme. T'sais, il est à sa dernière année de contrat lui aussi. C'est une thématique qui revient souvent dans les noms qui sont dans les rumeurs. Là. 24 ans, ça te prend une offre extraordinaire pour dégainer. Là. Mais pour des pass rushers, il y a bien des équipes qui seraient prêtes à le faire. OK, et en terminant, on aimerait peut-être corriger, là, tu sais, la semaine passée, on parlait de qui serait la meilleure équipe pour ramasser Caleb Williams, puis là, c'est moi qui t'ai induit en erreur en te disant les Broncos ont échangé leur premier choix contre Sean Payton, mais c'est pas ça pantoute. Dans le fond, la seule équipe qui a pas son premier choix, dans les 5 dernières équipes qui sont en ce moment susceptibles de ramasser le premier choix, c'est la Caroline. Ouais. Puis, parce que la Caroline a échangé son premier choix pour aller chercher Bryce Young. Puis là, les Bears commencent à gagner, mais il était pas plus qu'il y a une semaine de ça. Là, ils pouvaient potentiellement parler 1 et 2 au repêchage avec le choix des Panthers. Avant les matchs de la fin de semaine, Bears parlaient 1 et 2. Là, en ce moment, la Caroline est toujours donc la mieux placée pour obtenir le premier choix au repêchage parce qu'ils n'ont gagné aucun match. Arizona a une seule victoire, son deuxième. Et ensuite, à 2-5... Puis selon les forces, là, selon les calculs pour obtenir les choix les plus hauts, Chicago est 3e, Denver 4e, Giants 5e et New England 6e. Les 4 équipes qui sont à 2-5. On va suivre ça. On fait une pause et ensuite, c'est l'heure des prédictions à la zone payante. Bougez pas. OK, on est de retour à la zone payante. Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette. Petite nouveauté cette année, mon cher Stéphane. On essaye la version vidéo de notre podcast. Ouais. Alors peut-être que vous nous entendez comme à l'habitude dans vos oreilles, en train de faire votre jogging, en train de cuisiner, en train d'être dans la voiture. Mais cette année, on l'essaie. Vous nous direz si vous aimez ça. Peut-être qu'on le fait pour rien. Peut-être que ça ne trouvera pas intéressant. Mais on a une version vidéo qui est facilement trouvable. Vous pouvez aller sur cube.ca dans la section Cube Radio. Ou vous pouvez aussi aller sur YouTube. C'est YouTube Cube Radio. Vous allez nous trouver dans les sections de sport. Hey, donc voilà, on va être obligé de se mettre sur notre 36, là, c'est ça? Oui, monsieur. Ben, toi, tu t'es mis sur ton 36. Ben, moi, je suis habillé encore en polo. Là. Je sais. Un chandail des Vikings, ça vaut de l'or. C'est un rien t'habille. OK, hey, on y va encore pas mal de matchs cette semaine. C'est quoi ton score cette semaine, le fun? J'ai pas compris ta question. C'est quoi ton score t'es combien? C'est parce que tes oreilles où tu veux pas me le dire? Ou, Non, je vais te le dire, j'ai pas le choix. J'ai eu un gros 4 en 13, mon ami. Ben, écoute, moi j'ai eu 7, là. C'est quand même pas la fin du monde, là. Ben, tu remontes la pente de 1, puis 7 en 13, bon, c'est moins gênant pas mal. Moi, 4, j'ai un petit peu le goût d'aller me cacher. Oui, non, 4, j'avoue que c'est... OK, on se reprend cette semaine. On commence avec les Bills qui reçoivent les Bucks. Les Bills sont favoris par 8.5. Ouais, les Bills, ce que je veux voir, moi, de leur côté, c'est un départ un peu plus canon que dans les dernières semaines. Ce qu'on a vu, la tendance des dernières semaines, c'est très peu de points dans les 3 premiers quarts. Oups, on se réveille au 4e quart, on fait une tentative de remontée qui va parfois réussir, parfois avorter. Faut se donner plus de marge de manœuvre du côté de Buffalo. Écoute, dans les 3 dernières semaines, c'est pas des farces, là, ils ont une moyenne de 5,7 points dans les 3 premiers quarts de chaque match. Tu fais pas des enfants forts avec ça. Ça va finir un jour ou l'autre par les rattraper si c'est de même à chaque semaine. Ils ont besoin de plus de points que ça. Je pense que ça va être quand même compliqué contre Tampa, mais ils vont s'en sortir. On va retrouver tranquillement l'attaque des Bills qu'on a connue. Je continue de croire en cette équipe-là. Tu sais, je te disais tantôt que
s'il y a une équipe qui m'inquiétait depuis 3 semaines, c'est les Bills. Il y a quand même trop de ressources, un trop bon corps arrière. Je crois pas là, que c'est la fin de Buffalo. OK, bon, ben moi aussi, victoire des Bills, je pense. J'ai vu les Bucks un peu jouer en fin de semaine. J'ai pas regardé leur match au complet, mais l'attaque... Baker Mayfield essaye n'importe quoi. On dirait que les gens le regardent, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Va-tu courir, va-tu passer, va-tu sortir de la pochette? Il est pas en santé non plus, hein, en ce moment. Il y a des petits bobos, Baker Mayfield, donc ça doit pas aider. Un match tout new-yorkais alors que les Jets seront les visiteurs pour le match au Meadowlands contre les Giants. Les Jets qui sont favoris par 2.5. Ouais, ben il y a comme une espèce de vibe positive autour des Jets en ce moment. Ils ont mieux joué dernièrement. Puis c'est la défense qui fait beaucoup de la job. Là. 13 revirements en 6 matchs pour les Jets. Ça, c'est la statistique qui me fait peur si je suis chez les Giants. Est-ce que Daniel Jones va jouer? Est-ce que Tyrod Taylor va jouer? Je suis obligé de dire que, contrairement aux attentes, Tyrod Taylor, à date, a été meilleur que Daniel Jones. Là, les Giants sont bien trop commis financièrement envers Daniel Jones pour le bencher. Mais force est d'admettre que il fait quand même plus de jeux, il est moins susceptible à être saqué sous la pression. Mais ce sera pas assez. Je pense que les Giants vont justement mettre beaucoup de pression, forcer des revirements. Puis les Giants... les Jets, excuse-moi. Puis les Giants, vont perdre ce match-là. OK, moi je vois que les Giants, ils jouent bien. Les Jets, contre une équipe de la NFC de cette division-là, j'ai pas confiance. Là. On dirait que les Dolphins m'ont pas aidé à avoir confiance pour qu'une équipe de notre division gagne. Donc, victoire des Giants. Mais tu conviendras que c'est un beau luxe pour les Jets d'aller jouer un match sur la route chez eux dans leur stade. Oui. C'est quand même pas mal, ça. Ils vont être dans le vestiaire visiteur, par exemple. T'es pas chez vous. Tout à fait. Pas tout à fait. On s'en va à Pittsburgh. Écoute, Pittsburgh, je peux pas croire qu'ils sont 4-2, hein, Pittsburgh. C'est incroyable. Avec un mess total en attaque. C'est un miracle. Ça commence à être mieux quand il regarde du côté de George Pickens. Il se passe des choses quand il lance de son côté. Là. Ouais, mais écoute, moi je vais y aller avec les Jags dans ce match-là, qui sont visiteurs et favoris par 2.5. Écoute, j'hésite, mais j'y vais avec les Steelers, moi. On va en avoir un deuxième qu'on est en désaccord. Les Jaguars qui accordent le 2e plus haut total de verges par la passe après les Chargers. Faut le faire quand même. J'ai l'impression, comme je te disais, que les Steelers, sans parler d'une menace offensive, là, on se fera pas croire, c'est encore TJ Watt et Alex Highsmith et Minkah Fitzpatrick qui traînent cette équipe-là. Mais de plus en plus, George Pickens, quand on regarde vers lui, il se passe de belles choses. Kenny Pickett qui le regarde de plus en plus. Le retour de Deontay Johnson a aidé. J'y vais avec eux. Je leur fais confiance chez eux, dans leur environnement hostile. Les Commanders sont négligés par 6.5 points à domicile contre les Eagles qui, là, montrent... ils flexent, là, les Eagles. Ouais, ben, il faut faire attention parce que les Eagles, ils flexaient pas tant que ça contre les Jets, là, une semaine plus tôt. Donc, ça va vite, là, la confiance, ça se bouge rapidement. Puis, on se rappelle que les Commanders, c'est ça. C'est un peu la kryptonite. Ils ont perdu les Commanders par 3 points au début de l'année contre les Eagles. Puis, rappelle-toi qu'en novembre l'année passée, ils les avaient battus. Dans ça avait Thursday night, la première défaite. C'était un dimanche soir? En tout cas, c'était un prime time. Ouais, c'était leur première défaite. Ouais. Je sais plus si c'était un jeudi, un dimanche, peu importe, mais c'était leur première défaite, en effet. Donc, ils sont capables d'y tenir. Mais en ce moment, écoute, c'est l'attaque qui va vraiment pas bien. T'as 3 matchs de suite que l'équipe a pas gagné 100 verges au sol. 2 matchs de suite que l'équipe a pas gagné 200 verges par la passe. Sam Howell... C'est le mystère pour moi. Il est rendu à 40 sacs. 40 sacs du corps, tu te rends-tu compte? Ouais. C'est l'enfer, là. C'est l'enfer. Il va finir je sais pas quoi, là. C'est dangereux. Par contre, il est encore capable de faire des passes des fois. C'est le deuxième plus haut nombre de sacs pour un corps arrière après 7 semaines, je pense. Là. Puis c'était David Carr. Il en avait eu 43, mettons. En 2002, une équipe d'expansion, les Texans de Houston. Tu sais, c'est pas supposé d'être la même situation.
Mais Howell, c'est ça le gros défaut. Là, il donne beaucoup trop de sacs, dont il est responsable. C'est pas toujours la ligne à l'attaque là, qui est responsable d'un sac. Donc, s'il y a un défaut à corriger, c'est celui-là. Puis ça tombe mal. C'est rare que tu corriges ce défaut-là contre les Eagles. S'il y a une équipe qui peut le déranger, c'est bien eux autres. Donc, victoire des Eagles. Victoire des Eagles, moi aussi. J'ai été impressionné en fin de semaine. Même si j'ai fermé la TV à 10-3. T'es pas sérieux. Ouais. Je m'en suis pas vanté. Hein. Je sais. Je sais pas quoi faire pour toi, là. Je pensais... Attends un petit peu, je vais te raconter l'histoire, là. Je vais prendre 1 minute. T'avais-tu lu 100 à 3 tu t'es trompé? Non, mais je pense à 16-3, je pense. C'est que t'es con. Non. À 16-3, tu sais, quand il y a eu le catch d'A.J. Brown, je pense, là, puis là, finalement, ils ont annulé le toucher, mais moi, c'est là que j'ai dit, c'est fini, à soir, c'est fini. Fait que j'allais me coucher. Puis là, les filles me disent, papa, là, t'es sûr que le match est fini? Je dis, ouais, c'est fini, c'est 17-3, oublie ça, là, on se dort. Bonne nuit, tout le monde, bonne nuit. C'était 9h15, là, c'est sûr que là, ils me trouvaient que c'était un peu tôt. Fait que là, un moment donné, là, ma fille est venue, papa, c'est 17-17, ça va peut-être retourner voir puis rouvrir la télé. J'ai dit, sérieux? Là, je suis allé rouvrir la télé, juste assuré pour voir les deux niaiseux à Holland puis Long se rentrer dedans, puis il y en a un qui est sorti avec une commotion. Puis 40 secondes après, c'était un toucher des Eagles, fait que j'ai refermé ma TV, bonsoir, bonne nuit, je me suis plus jamais relevé. Fait que, voilà, c'est ça, un partisan des Dolphins, ça abandonne vite. OK, on s'en va. Ils sont pas tous comme ça. On s'en va à Dallas. Favori par 6 points les Cowboys contre les Rams. Les Rams qui jouent bien. Moi, si je vais prendre Dallas, mais je pense que les Rams vont couvrir. On est exactement le même avis là-dessus. Ils donnent toujours une bonne bataille, les Rams. Moi, c'est un des clubs qui me surprend le plus agréablement là, cette saison parce que je voyais ça comme une grosse reconstruction puis beaucoup de défaites. Je voyais qu'il y avait encore un noyau de certains vétérans qui sont très capables de jouer du bon foot. Là. Mais il y avait trop d'inconnus, trop d'incertitudes, trop de jeunes, trop de recrues. Mais force est d'admettre que ça joue très bien. Un gros duo de receveurs là, entre Cooper Kupp et Puka Nacua. Mais c'est la pression des Cowboys qui va faire la différence, je pense, dans ce match-là. Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, la ligne à l'attaque des Rams là, qui tiendra pas le coup. Les Vikings contre les Packers, hey là, il y a 2 semaines, ben là, quoi que les Packers, là, ils ont des points d'interrogation au-dessus de leur tête, là. Ah ouais. Mais là, ça devient un match où... je sais pas, moi je vais le regarder ce match-là. Ça va être mon match le plus intéressant à cette heure-là, je pense. Ben, c'est tout le temps une bonne rivalité. Packers en plus. favori par 1 à domicile, pareil. Tu sais, des fois, on se dit, ouais, il y a des rivalités de division qui sont un petit peu à sens unique là, depuis quelques années, mais ça, c'est pas le cas. Tu vois, les 9 derniers, les Vikings en ont gagné 4, les Packers en ont gagné 5. Puis Kirk Cousins qui joue globalement très bien contre les Packers. J'ai confiance en les Mauves pour ce match-là. Jordan Addison, comme je le mentionnais en début de show, qui de plus en plus, il s'illustre. Oh, oui. Moi, ce que je suis content en fait, c'est que Jefferson n'est pas là. Je me disais, il va trouver la vie dure un peu. Là. Un receveur recru, c'est lui qui va être pas mal dans les doubles couvertures. C'est sûr que là, il s'est exposé au grand jour avec un match comme ça le lundi soir. Là. Il y a peut-être des équipes qui ont pris des notes. Mais quand même, Kirk Cousins qui distribue bien la balle, on rejoint Powell, on rejoint KJ Osborne, on rejoint Hawkinson, les porteurs de ballon qui sont impliqués dans des passes voilées. J'aime ce que je vois, contrairement aux Packers où en ce moment l'attaque, il n'y a rien de spécial. On essaie de connecter avec les jeunes receveurs, que ce soit Christian Watson, Romeo Doubs, Jaden Reed. C'est pas égal d'une semaine à l'autre, même que quand c'est égal, c'est parce que c'est pas très bon. Je vais y aller avec les Vikings, même si c'est à Green Bay. C'est l'élément, le facteur qui me fait vraiment hésiter, mais je vais quand même favoriser les Vikings. Moi aussi, Vikings, je pense qu'ils nous ont démontré qu'ils étaient capables d'être dans les matchs depuis le début de la saison. Ça, c'est l'autre affaire. Là. C'est pas comme s'ils se faisaient battre 40-0 depuis le début de la saison. Là. Ils ont eu plusieurs matchs serrés qu'ils ont perdus. Ils sont dans tous les matchs. Ils vont l'être dans celui-là puis ils vont aller chercher la victoire. Jordan Love, pas capable de gagner dans un match serré, à mon avis, en ce moment. Tennessee, qui sont en train de tirer tout ce qu'il y a de beau dans la maison par la fenêtre, contre les Falcons à Tennessee et les Titans sont négligés par 2,5.
Ouais, ben là, quand on sent un peu... j'ai hâte de voir s'il va y avoir d'autres effectifs qui vont être liquidés. Ce qui est certain, c'est que... Ben, certain. Ça regarde mal, disons, pour Ryan Tannehill. Je pense pas qu'il va jouer. Puis ce qui est intéressant, dans le cas des Titans, c'est que Mike Vrabel a mentionné cette semaine que si Tannehill joue pas, il va faire jouer ses 2 corps arrière. Je sais pas si ça va être un système en alternance. Moi, je crois pas trop à ces formules-là, personnellement. T'sais, quand t'es rendu à 2 corps arrière, ils ont pas le même style du tout, surtout. T'sais, on parle de Malik Willis. Mike Vrabel, ça? Faudrait que je l'appelle. Garde pas ça pour toi, là. Si tu peux l'aider, là. Écoute, il a peut-être pas besoin de mon aide, mais je te le dis à toi, là, pour t'aider, toi, dans tes choix. Malik Willis, qui est un corps arrière mobile, qui bouge beaucoup. Par contre, il prend beaucoup de sacs. Will Levis, ben lui, on l'a pas vu jouer du tout. Il court très vite dans le vestiaire, là, quand il perd le match là, au 4e quart, puis que la game est finie. Là, ça, c'est vrai qu'il est très mobile, il se déplace en fou, il est le premier dans le vestiaire. Très expéditif. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, quand on commence à jouer avec les corps arrière comme ça, je suis pas nécessairement convaincu de cette approche-là. Puis les Falcons, ben je dois dire une chose de leur bord. Je suis très surpris de leur défensive. Vraiment, là, ils sont dans le top 10, tu regarderas dans la plupart des catégories, que ce soit contre la course, contre la passe, que ce soit pour les points accordés. Très surprenant de ce côté-là, parce que c'est pas une défensive, moi, que je voyais comme très améliorée par rapport à l'an passé, puis pourtant, ils ont fait un gros bond. Fait que je vais y aller comme tu le sens avec les Falcons, mon ami. Écoute, moi aussi avec les Falcons, là, mais j'aimerais ça qu'ils retrouvent leur jeu au sol. Là. Je comprends pas pourquoi... Bijan, c'est mystérieux en fin de semaine. On disait qu'il était... Ouais. Malade, mais ils l'ont pas déclaré sur le injury report. Là, sont enquêtés par la ligue. C'est louche comme situation. C'est louche. Je peux pas croire qu'il s'était mis dans le doghouse, Bijan Robinson, parce que c'est un gars super easy going, puis je pense qu'il peut pas s'être mis vraiment dans une mauvaise situation. Là, mais... Ils peuvent pas gagner par la passe, là. Fait qu'il va falloir que ça s'éclaircisse, là. Exact. Mais je vais mettre Atlanta en me disant que ça va revenir à la normale au jeu au sol. Les Pats, ça va à Miami. Fort d'une victoire contre les Bills, mais les Dolphins favoris par 9.5. Le plus gros spread de la semaine, mon cher. Ouais. Dolphins vont gagner. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent les Pats sont revenus, puis écoute, on a retrouvé un peu notre identité. La ligne à l'attaque qui a bien fonctionné avec C.D. So d'ailleurs, comme garde à droite partant. Oui, je l'ai vu célébrer avec Mac Jones, les 2 bodés, là, c'était beau à voir. Oui, ben il était excellent. Pour vrai, là, PFF, ils ont donné une note de quelque chose comme 86.4. Là. Ça a été le meilleur lineman offensif recru cette semaine dans la ligue. C'est pas rien, donc chapeau à C.D. So, un gars de Bromont. Donc, une meilleure combinaison à l'attaque pour les Pats de ce côté-là. On a favorisé, évidemment, contre les Bills. C'était un peu des Pats à l'ancienne. Tu sais, des passes très rapides. Mac Jones qui a décroché ses passes en bas de 2.2 secondes en moyenne. On va certainement préconiser cette approche-là. Ben, il ne jouera pas 2 fois de suite, je pense. C'est ça l'affaire. Fait que, moi, je favorise les Dolphins. Je pense qu'ils vont couvrir le spread. C'est sûr là, qu'il y a l'histoire que tu mentionnais la semaine passée qu'ils n'ont pas des bonnes fiches contre les clubs gagnants, puis là ils battent tous les clubs perdants, donc là le monde va encore dire après le match, dont toi, ils ont toujours pas battu un gros club. Mais écoute, ils s'occupent de leurs affaires quand ils ont à s'en occuper, là, fait que ils vont battre les Pats. Je pense que ça va être c'est pas si confortable, je sais pas, le spread, faut que j'y réfléchisse, là, tu me dis 9.5, je sais pas. Ouais. Mais ils vont gagner là, sans trop d'inquiétude, je pense. Moi, là, les Dolphins sont à l'infirmerie, puis pas à peu près, là. Mm-hmm. Tu sais que, écoute, on est tellement à l'infirmerie que j'ai appris quelque chose la semaine dernière. Tu sais que quand tu mets un joueur sur IR, puis avec désignation pour retour au jeu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il manque minimum 4 matchs, mais après ça, tu peux le ramener. Mm-hmm. Mais il y en a seulement 8 dans l'année que tu peux faire ça. Là, les Dolphins doivent approcher... sont à 8. Oh! Ils ont 8 joueurs sur IR avec qui peuvent revenir.
Fait que là, ça veut dire qu'on peut plus comme... Le prochain qui se blesse qu'on met sur IR, ben là, il y en a un qui pourra plus revenir. Tu sais, soit un qui est déjà en attente de revenir ou lui qui vient de se blesser. Fait que là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que on a beaucoup de blessés. On a eu beaucoup de blessés, puis on en a encore. Là, Xavier Howard, je sais pas s'il va jouer. Connor Williams, on sait pas s'il va jouer non plus. Puis la O-line, dès qu'il y a un joueur qui... Là, il y a Wynn aussi qui s'est blessé. Dieu sait que Jalen Ramsey est déjà plus là. Là, la tertiaire, c'est Eli Apple, là, notre corner numéro 1. Là. C'est vrai que ça fait peur. Fait que, tu sais, on n'est pas dans une bonne stretch, là. Je vais voir, tu sais, puis Waddle a pas joué tout le match. Il y a eu des maux de dos. Es-tu en train de te prédire une victoire des Pats? Ben, ça, le spread me fait peur, là. Je serais un peu ridicule de piler sur un... mettons, là. Straight, je vais prendre les Dolphins, mais... Mais je te le dis, là, on n'est pas équipé, là. Depuis le début, je dis que les problèmes des Dolphins, c'est la profondeur. Là, on le voit dans les corners, c'est terrible, là. Il a Apple, notre partant. Puis sur la O-line, c'est terrible. On a personne protégé, toi. Au centre, c'est Liam Hülkenberg qui... Je me demande s'il pourrait jouer dans une ligue de bière, là. C'est pas l'idéal de l'avoir aux autres, c'est sûr. Ouais. On poursuit rapidement. On s'en va à Indianapolis, les Colts qui reçoivent les Saints. Ouais, en ce moment, le Gardner Minshew, écoute, en 2 semaines, 7 revirements. Joué, là. Ben, il y a 7 revirements. Ouais, c'est des gros jeux, c'est ça qui arrive. C'est des gros jeux. Il y a eu un jeu de 59 verges à Josh Downs. Il y a un jeu de 75 verges à Pittman. Ça arrive pas toutes les semaines. À un moment donné, tôt ou tard, les revirements, ça te rattrape. Puis en ce moment, il est pas prudent avec le ballon. J'aime pas ça. Tu joues contre les Saints qui, eux, sont 5e dans la ligue pour les nombres de revirements causés. Moi, j'y vais avec les Saints cette semaine. Ce que j'aime pas, par contre, du côté des Saints, une petite note rapide. Ça jacasse tout le temps Derek Carr, ses receveurs, puis là, il les pointe du doigt, puis après la game, il faut toujours qu'ils disent « Non, je parlais pas de lui sur son tracé. Non, j'étais pas ça. J'étais pas fâché après lui. » Ça paraît mal. Ça se répète de semaine en semaine. Vu le drop jeudi, là. Ouais, ben c'est ça. Il y a eu Morrow dans zone début. En plus, Morrow, c'est lui qui a rassemblé les gars sur le bord de la ligne. Je sais pas si t'as vu, là, comme 5 minutes avant son drop, là. Là, les boys, on se craint, là. Faut gagner ce match-là. Il y a beaucoup de pointage de doigts dans cette équipe-là. Ça, j'aime pas ça. Ouais. J'y vais avec les Saints. Ouais, je m'en doutais, là, parce que t'as l'air d'aimer Minshew. Ouais, il en mérite une, Minshew, puis ça va être en fin de semaine. Go! Les Panthers reçoivent les Texans. C'est prenable pour les Panthers. C'est peut-être leur première victoire de l'année. Qu'est-ce que t'en penses? J'y vais avec les Panthers. À un moment donné, il faut que t'en gagnes une. C'est comme tu dis, c'est prenable. Puis je veux pas manquer de respect aux Texans. C'est une équipe qui joue beaucoup mieux que ce que bien du monde pensait cette année. Leur corps arrière, CJ Stroud, qui est clairement plus avancé à ce stade-ci que Bryce Young des Panthers. Donc c'est un duel, il faut le dire, entre les 2 premiers choix au total du dernier draft. Il y a un élément qui me titille un peu du côté des Panthers. On donne le play calling au coordonnateur offensif. C'est nouveau. Oui. C'est Frank Reich qui s'est tassé de ce rôle-là en se disant « Je vais diriger l'équipe, je vais prendre un pas de recul. Je ne vais plus appeler les jeux. » Je pense que ça peut fouetter les troupes, un changement comme ça en cours de saison. J'y vais avec les Panthers. Bon, ben moi aussi, je vais avec les Panthers. Je l'ai encerclé en me disant que ça allait être leur première victoire. Quand j'ai fait mes choix tantôt, première victoire des Panthers. Yes! On s'en va à Seattle. Les Seahawks qui sont favoris par 3 et qui reçoivent les Browns. Les Browns, incroyable défensive, mais que de questions au poste de carrière. Là. Je sais pas quel genre de saison ils vont avoir pour le reste, là, mais moi, j'y vais avec les Seahawks. Parce qu'ils jouent bien, mais... C'est assez spectaculaire qu'on soit rendu à se demander est-ce qu'il devrait continuer avec PJ Walker. Il y a du monde qui se demande ça en ce moment. Bien sûr. Après le contrat faramineux qui a été donné à Deshaun Watson. C'est quand même drôle. Je sais pas qui va jouer. Mais je pense quand même que les Seahawks vont l'emporter. J'ai des petites réserves sur Geno Smith en ce moment, par contre.
3 interceptions en 2 matchs. Il a été victime de 6 sacs aussi dans ces matchs-là. Ça me préoccupe un peu là, quand tu t'en vas affronter les Browns puis Myles Garrett. Quel match de fou dimanche! Écoute, c'était complètement mongol. Là. 2 sacs, 2 échappées provoquées, un botté de placement bloqué. C'était complètement débile. Un plaqué pour perte, ça arrêtait plus. Mais je favorise quand même les Seahawks, c'est chez eux. Des très bons receveurs, je pense qu'ils vont mettre à l'épreuve les demi de coin des Browns, même si Denzel Ward est un excellent demi de coin. Je favorise les Seahawks. Les Niners qui reçoivent les Bengals au mauvais moment, hein? Hey, ça, c'est embêtant. Sais-tu quoi? J'y vais avec les Bengals. 3 défaites de suite des Niners, là, ça me fait bizarre de prédire ça parce que je me dis c'est impossible. Mais écoute, Deebo Samuel qui devrait encore rater le match, Trent Williams, on le sait pas, c'est quand même le meilleur bloqueur de la ligue. J'aime le front défensif des Bengals, tu sais, c'est 4 excellents joueurs de ligne défensive qui peuvent appliquer la pression. Joe Burrow va avoir profité d'une semaine de congé pour se remettre. C'est même vrai. Chose pour T. Higgins, le receveur. Donc, il y a toutes sortes de choses en ébullition là, de leur côté. Ils ont été quand même plus confiants dernièrement. Ils arrivent d'une semaine de congé alors que les Niners ont joué tard lundi. Ils reviennent d'une semaine de seulement 6 jours. 3 défaites de suite pour les Niners. Ouais, j'ai plus confiance en l'équipe de coaching des Niners pour essayer de redresser la barque. 2 semaines de pratique pour les gars des Bengals. Je vais avec les 49ers. Sont favoris par 5.5, ça me rassure. Les Chiefs s'en vont à Denver, favoris par 8 points. Ouais, les Chiefs. Moi, je continue de mon engagement de ne pas prendre les Broncos. Fait que je dis tout de suite, je prends les Chiefs. Ah oui, ça vaut pas la peine de s'éterniser. Là. Écoute, Patrick Mahomes, une petite note, il pourrait établir une marque. Il y a 12 victoires de suite contre les Broncos. Puis, écoute, s'il décroche une 13e victoire de suite contre les Broncos, ce serait la plus longue séquence pour un corps arrière sans connaître de défaite là, contre la même équipe. Donc, intéressant à ce niveau-là. Il devrait y arriver. Il est 16-0 aussi sur la route dans les matchs de division. Donc, tout pointe vers une victoire des Chiefs. Pas que des moyennes stats. OK. Les Ravens, ils voyagent, ils s'en vont en Arizona affronter les Cards. Les Ravens favoris par 8.5. Un autre gros spread. Moi, j'avais des doutes. La semaine passée, je t'avais exprimé des doutes sur la défense des Ravens par rapport au match contre les Lions. Parce que je t'avais dit, tu sais, à date, ils n'ont pas affronté des gros corps arrière, c'était pas des grosses attaques. Tu sais, je me méfie tout le temps dans ce temps-là. Là, je trouve qu'ils ont passé fichtrement bien le test contre les Lions. J'ai plus de doute à leur endroit. Je pense qu'ils devraient assez facilement écraser les Cards. Victoire des Ravens dans mon cas aussi. On s'en va à Los Angeles. Le SoFi Stadium qui recevra... comment il s'appelle? Tyson Bagent. Tyson Bagent. Merci. Je sais pas s'il faut apprendre son nom. Peut-être qu'on le verra plus souvent jouer. Ben, il a bien joué. Il a bien joué. Honnêtement, depuis une semaine et demie, si on considère là, la semaine qui est embarquée en cours de route contre les Vikings, il paraît pas mal. Il fait pas de miracle. Il joue à l'intérieur de ses moyens. Il joue du football qui peut être très athlétique par moment. C'est vraiment une belle histoire là, quand on considère que c'est un gars de Division 2 de l'université Shepherd. Cela dit, il y a trop de talent là, du côté des Chargers. Je le sais, ils sont mal coachés. Je le sais, on dit ça chaque année qu'il y a trop de talent, mais je peux pas croire. Mal coaché, puis honnêtement, là, les fins de match, ça devient un problème. Là. Ben oui, c'est clair. Ils ont de la misère à fermer un dossier, puis tu sais, j'ai fait une chronique samedi là-dessus. Même Justin Herbert est pas sans blâme. Là. Il a eu le ballon dans des situations critiques en fin de match cette année, puis il a pas réussi. Ben, mais en fin de semaine encore? Là? Les Bears, je suis pas encore vendu aux Bears, puis je suis pas encore prêt à acheter la serviette dans le cas des Chargers. Fait que c'est peut-être juste de me baser sur des mauvaises impressions, là, sur 2 équipes en changement, mais j'y vais avec les Chargers pareil. Oui, moi aussi. On finit avec les Raiders qui reçoivent... c'est les Lions qui reçoivent les Raiders, donc à Détroit. 8 match, points encore pour un spread pour un Monday night. OK. C'est un premier Monday Night à Détroit depuis 2018. Tu sais, c'est le fun de voir un peu l'équipe retrouver le prime time, les projecteurs,
Puis j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter de ce côté-là. Mais tu sais, si je me fie au premier match de l'année, c'était prime time pas à peu près contre les Chiefs. Puis ils ont très bien fait ça, les Lions. Je leur fais confiance. Je sais pas qui va être au poste de quart. Si Jimmy Garoppolo revient pour les Raiders, ça va certainement pas leur nuire parce que Brian Hoyer, on a vu, il est fini. Tassez-moi ça de là. Au pire, faites jouer le jeune Aiden O'Connell. Là. Ça peut pas faire de mal. Là. Il y a pas de mérite à faire jouer Brian Hoyer. Je sais pas qui va être le quart, mais peu importe lequel individu qui va être là, moi je prends les Lions dans ce match-là. Bon, ben moi, M. Poirier, là, je vous dirais même une chose de plus. Les Raiders, là, sont 3-4, hein? J'ai pas rêvé. Ouais, 3-4. Écoute, c'est incroyable, là, avec une équipe aussi tout croche qui avait une chance en fin de semaine d'être passé au-dessus de 500. Je vais y aller avec Détroit. Je veux pas non plus faire des choix de clown, là. Mais tu sais, on dirait qu'ils peuvent gagner ces matchs-là, les Raiders. Là. Ah oui. Ils sont capables d'aller en chercher. Regarde, ils en ont battu des clubs. Ouais, Green Bay, finalement, avec du recul, c'était pas une si grosse victoire. Mais quand ils ont battu, on s'est dit, il y a quelque chose là. Tu sais. C'est une équipe qui peut faire à peu près n'importe quoi d'une semaine à l'autre. Là. Incroyable. Puis, bon, enfin, on ne reparlera pas de Josh McDaniel. On va peut-être en parler dans les questions du public quand ça va être le temps de parler des coachs qui peuvent perdre leur job. Mais pour l'instant, on termine notre prédiction, nos prédictions pour cette semaine, mon cher Steph. On fait une pause et après la pause, ben oui, c'est les moments de questions du public. Bougez pas. Questions du public. Alors, on est de retour à l'épisode, oui, de la zone payante, le 12e épisode de la semaine. Je pensais que tu avais oublié le nom de notre édition. Non, mais je cherchais, on est bien au 12e épisode de la 5e saison de la zone payante. Merci beaucoup d'être là avec nous à toutes les semaines. Et d'ailleurs, pour vous remercier, c'est pas pour vous remercier, mais ça nous fait plaisir aussi. On répond à vos questions. Et cette semaine, on va débuter avec la question des gars sur le forum. D'ailleurs, là, j'avais une discussion avec plusieurs gars cette semaine sur notre groupe de Facebook, Nos Précieux Conseils Fantasy, d'ailleurs, qu'on vous invite à joindre. Un de ceux qui était à se poser des questions, c'était Pat Joe Burrow Gelina. Alors, Pat Gelina qui disait qu'est-ce qui se passe avec Damien Pierce? On dirait que c'est plus le même. Qu'est-ce qui se passe? Il va-tu perdre sa place de partant, Steph? Porteur de ballon de deuxième année des Texans. Moi, je l'ai pas vu venir pantoute cette année. Il y avait une très grosse saison recrue. Rappelle-toi l'an passé. Écoute, c'était le numéro 1. Puis là, il est rendu à 2,9 verges par portée. Il n'y a rien qui marche. Je me dis, le dernier match, il y a eu 81 verges au sol. Est-ce qu'il est en train, tranquillement, de retrouver sa forme? Je sais pas. Je sais qu'il a été ennuyé un peu par une blessure au genou, mais ça semblait pas majeur nécessairement. C'est bien embêtant. C'est le fameux sophomore slump dont on parle souvent, la fameuse gang de la deuxième année. C'est un autre joueur là, qui est frappé de plein fouet, mais j'ai de la misère à m'expliquer pourquoi. Puis c'est pas comme si les Texans ils donnent pas la balle. Tu sais, il y a eu 3 matchs de plus de 15 portées cette année. C'est pas nécessairement énorme, mais là-dedans, il y en a 2 de plus de 20 portées, donc il a le ballon. Faut juste maintenant retrouver sa hargne là, qui le caractérisait l'année passée. Simon et Danny Veilleux, les 2 gars qui nous ont interpellés ou apostrophés sur Bill Belichick. Qu'est-ce que tu penses que représente l'avenir de Bill Belichick, là, Steph? On a appris cette semaine qu'il avait signé cet été une extension avec les Pats. Ça veut-tu dire quelque chose? Je sais pas si ça veut dire quelque chose parce que c'est une rumeur qui a été lancée. Ni l'équipe ni Belichick ont confirmé l'information. Lui, il a dit qu'il parle pas de son statut contractuel. Est-ce que c'est une fuite de quelqu'un dans l'entourage des Pats qui veut protéger Belichick? T'sais, je sais pas, là, mais si l'équipe continue d'aller mal puis qu'il finit l'année dans le sous-sol, moi, je vois mal ce mariage-là continuer. Après ça, est-ce qu'il peut coacher ailleurs, Bill Belichick? C'est ça la grande question. Écoute, il va avoir 72 ans la saison prochaine. Il a pas l'air d'un coach, par contre, qui est brûlé physiquement. Il a l'air encore d'être en shape quand même. Il a l'air d'aimer toujours le coaching. Il
il y a quand même un CV extraordinaire. T'sais. Il y a une équipe, moi je pense, qui pourrait l'approcher en disant on veut que tu sois notre coach, on veut pas nécessairement que tu aies les pleins pouvoirs. C'est la question dans son cas, parce qu'il a été un très mauvais DG depuis quelques années, Bill Belichick. S'il accepte de piler sur son ego puis de dire fine, j'ai 72 ans, je vais me concentrer sur le coaching, moi je pense qu'il y a une couple d'équipes qui pourraient être intéressées. Tu sais, on parlait des Chargers. C'est un éternel mystère, ils sont mal dirigés. Un gars comme ça arriverait, il mettrait de l'ordre dans la cabane. Est-ce que les Commanders, avec un nouveau propriétaire, pourraient dire ça suffit le manque de crédibilité, là, on va chercher un des meilleurs coachs de l'histoire, on l'amène là. C'est deux scénarios comme ça là, qui me semblent quand même plausibles. On sait jamais. Il a remporté sa 300e victoire en fin de semaine. Ouais. Pour se rendre au record, je pense que c'est 327 de Don Shula. Ouais, en saison régulière, puis je pense que c'est 349 incluant les séries, mais là, Bill Belichick en série, il en a une batch. Là. Ouais. OK. Bonne chance en tout cas à Bill s'il s'en va. Maintenant, Luc. Salut les gars, je suis un frustré des upsets de la semaine 7. Faut que je fasse des séances de relaxation avec... Oui, comme nous. Faut que je fasse des séances de relaxation avec Jean-Nic. Moi, je suis vraiment pas capable de relaxer. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être besoin d'un cours ou d'un prof. Luc, si tu proposes... T'es capable de relaxer quand c'est 10-7, tu t'en vas te coucher. Ouais, je m'en vais me coucher frustré aussi. Je m'en vais pas me coucher de bonne humeur. Ouais. Je ferme la TV puis je frue, là. Bon, je participe à un pool NFL avec les mêmes amis, une quarantaine. Depuis plusieurs années, les résultats n'ont jamais été aussi bas pour tous. Bon, ben, join the club, Luc. Les upsets deviennent très réguliers cette saison, en grand nombre chaque semaine. Ah, ça, je suis curieux. Peut-être que c'est plus... mais allons voir. Comment expliquer cette tendance, semaine après semaine, et de plus en plus des défenses de béton pour des équipes médiocres, comme les Jets puis les Steelers. Je comprends que sa théorie, c'est peut-être qu'il y a des équipes bien moyennes qui surprennent parce qu'ils ont des grosses défensives. Ça nuit pas, c'est sûr. Mais par contre, tu regardes dans les upsets de la semaine, t'as aussi les Bears, les Giants, les Vikings. C'est pas nécessairement des très grosses défensives, on en convient. Je sais pas si on peut parler de tendance, Luc, par contre, parce que d'une saison à l'autre, il y a toujours 2-3 semaines dans l'année où on comprend plus rien de ce qui se passe. On pense connaître les choses, mais on les connaît pas. Faut juste passer à travers cette séquence-là. Nos poules se replacent par la suite. Avant de parler de tendance, je suis pas convaincu. Puis comment l'expliquer? Écoute, il y a des mauvaises journées. Faut se dire ça. Même que Luc suggère que son chien ou Taylor Swift fasse ses choix à sa place la semaine prochaine. On lui souhaite bonne chance avec cette stratégie. En cas de désespoir, on sait jamais. Là. C'est quoi? Il n'y avait pas les prédictions au hockey à TSN, il n'y avait pas Maggie Laguenon une année qui avait beaucoup de succès. Oui, non, c'est ça, exact. Peut-être. OK, Jérôme, un auditeur fidèle qui nous pose la question. Vous devez déménager 2 clubs de la NFL vers 2 villes américaines. Alors d'un, quelle équipe vous déménagez? Et deuxièmement, vers quelle ville vous les envoyez? La première équipe que je déménagerais, moi, c'est les Chargers. J'ai rien contre eux, mais je trouve qu'ils n'ont pas d'affaires à LA. Il n'y a pas de lien avec la ville. Ils sont arrivés là parachutés un peu en disant on va leur créer un fanbase qui se produit toujours pas. Le stade est envahi de partisans de l'autre équipe à chaque fois. Mais non, mais il y a l'ancienne partisane là, qui nous ont montré. Ouais, là, c'était-tu n'importe quoi, ça? Mais oui. La dame, là, d'une... Oui. Ils sont rendus à payer des figurants. Elle était au match là, en fin de semaine. Là. C'était les Chargers jouaient contre qui en fin de semaine, donc? Les Chargers, c'était pas contre les Chiefs. C'était pas contre les Chiefs en fin de semaine. Et était au Arrowhead Stadium en plus. Là. Eh boy. Ils l'ont montré encore. Toutes dépenses payées, j'imagine. Quand t'as une fan, t'as une partisane, puis t'as montes over and over. Ouais, puis on sait même pas si c'est une vraie. C'est ça le pire. Clairement. Hey. Non, mais ils l'ont passé en entrevue, là. Elle a dit que c'était une vraie, là. C'est pas une comédienne. On fait un deal, là. On les retourne à San Diego, putain. Retournez d'où vous venez, à San Diego. Ça serait parfait. C'est une belle ville, San Diego. Moi, je veux qu'il y ait une équipe là-bas, puis qu'ils reviennent dans la rotation du Super Bowl. Ça serait le fun, ça, aller couvrir un Super Bowl à San Diego. C'est vrai. OK, deuxième équipe. Je te dirais que la plus fragile, c'est peut-être les Jaguars. Jaguars de Jacksonville.
Écoute, moi j'ai pitié. C'est peut-être une déformation parce qu'à Québec, on a perdu les Nordiques, puis à Montréal, on a perdu les Expos. J'aime pas ça, les clubs qui déménagent. Fait que j'y retournerai à Saint-Louis. Saint-Louis, ils ont rien fait pour perdre les Rams. Il y avait un deal honnête qui est en train de se négocier pour les garder à Saint-Louis, mais Monsieur Kroenke, lui, voulait à tout prix aller à Los Angeles. Donc, tu récompenses 2 anciennes villes qui avaient des partisans. La seule chose, c'est que c'est Oakland qui me fait de la peine. Oakland n'a pas d'équipe dans ce scénario-là, mais on peut pas faire plaisir à tout le monde. Notre ami Rusovski, un autre de nos auditeurs fidèles, qui nous pose la question. Ça revient toujours, hein, puis c'est toujours, tout le monde est safe encore, mais qui sera le premier coach à se faire montrer la porte? Hey, je suis désolé, j'ai l'impression de me répéter, Jean-Nic, mais pour moi, ça change pas. Brandon Staley. Ben oui. 2-4, les Chargers. Là, je peux pas croire que s'il perd en fin de semaine, là, c'est fini. Là. Écoute, là, ils sont favoris par 8.5 à domicile. Ils peuvent pas perdre. Là. Ben, écoute, il y aurait des chances qu'il soit le premier. Moi, je continue de penser que ça va être lui. Je nommerai pas d'autres noms jusqu'à temps qu'on voit que c'est vraiment lui. À la fin de l'année, il y en a d'autres, des candidats. Tu sais, Ron Rivera avec les Commanders, un nouveau propriétaire qui va vouloir certainement amener son homme à lui. Est-ce que Eberflus va survivre à Chicago? Tu sais, il y a une couple de gars qui sont en danger. Mais pour moi, c'est Brandon Staley, le candidat idéal. Régent Perron nous parle de Michael Hardman, qui est de retour avec les Chiefs. Lui, plusieurs ont dit que ce serait facile plusieurs ont dit que ce serait facile puisqu'il connaît le livre de jeu, donc de retourner avec les Chiefs. En effet, avec tous les changements de joueurs entre chaque saison, les équipes ne changent jamais leur livre de jeu. Puis, une autre question aussi sur Hardman. Mathieu, garde ta réponse pour Régent, mais Mathieu nous dit, lors de son premier match avec les Chiefs, être dans l'action et montrer son talent, pourquoi les Jets n'ont rien fait avec lui? C'est vrai qu'il a quand même bien joué, le Michael Hardman, pour un premier match. Il me semble qu'il aurait sûrement pu aider les Jets et que son voyage a été très court à New York pour ensuite revenir chez les Chiefs. Est-ce que ça arrive souvent qu'un gars part d'une équipe quelques semaines puis qu'il revient ensuite rejoindre son équipe d'origine? Pour commencer par celle-là, disons, non, on voit pas ça souvent. Mais ce qui a poussé les Jets un peu à mal utiliser ou sous-utiliser Michael Hardman, c'est que ils ont bien aimé Xavier Gibson. Tu sais, rappelle-toi le premier match, c'est lui qui avait fait un retour de dégagement spectaculaire contre les Bills. C'était-tu un dégagement ou un botté d'envoi? Non, c'est un dégagement, t'as raison. Dégagement, ouais. C'est un dégagement. Mais ils l'aiment bien, ils l'avaient dans leur ça, puis ils pensent qu'ils peuvent l'utiliser de plus en plus comme receveur aussi à l'attaque. Donc, c'est un peu pour ça que Michael Hardman avait été amené à New York, mais là, ils ont vu l'autre qui prenait un peu plus son rôle. Donc, on l'envoie à Kansas City. On voit pas ça souvent. Quelques semaines, là, moi, je me rappelle pas, mais je me souviens des cas qui avaient été très rapides, là, mettons... Deion Branch avec les Pats dans le temps, il avait gagné le Super Bowl, il avait été le MVP du Super Bowl, il avait été chercher un gros contrat à Seattle, ça avait fait patate, il était retourné à New England, mais pas après 3, 4, 5 semaines, là. Ça va être un peu plus long, mais c'est le cas qui me revient à l'esprit. Puis, pour l'autre question concernant le livre de jeu, on dit, est-ce que le livre de jeu change? Oui, là, ça change un petit peu. Il y a des ajouts de jeu, on en enlève d'autres, c'est sûr, mais... Quand tu reviens à Kansas City, tu connais le système, tu connais la philosophie, tu connais les concepts de base du livre de jeu. T'sais, on jette pas un livre de jeu à poubelle parce qu'il y a des nouveaux joueurs depuis que t'es parti. Le langage, la façon d'appeler les jeux, c'est très complexe au football. Ben, tu retrouves ça puis t'es familier avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus facile de se réadapter. Samuel nous dit de quelle façon les Browns pourraient-ils se débarrasser de Deshaun Watson? Est-ce que racheter un contrat garanti enlève de la masse salariale pour les prochaines années? Ou bien si la seule conséquence est que Deshaun est un peu plus riche et le propriétaire un peu plus pauvre? C'est pas si simple, hein? Non, c'est pas simple pantoute. Il y en a pas de toute façon. C'est son prix. C'était ça, la patente. Jusqu'en quelle année, mettons? 2026. Dès le jour 1 qu'ils l'ont signé, quand tu garantis entièrement le contrat, tu peux pas dire « Ah, ben c'est pas grave, on passe à autre chose. » L'argent est garanti, ça va compter sur ta masse salariale. Pour te donner un exemple, Samuel, s'il décidait qu'il libérait maintenant, bon, on coupe Deshaun Watson, on oublie ça, c'était une mauvaise idée.
c'est 136 millions sur ta masse l'an prochain. Écoute, là, c'est pas loin de quoi? Ça doit être plus que 50% de ta masse, ça. Tu peux pas faire ça tout simplement. Là. Ça peut pas être une masse fantôme comme ça. Après ça, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ils pourraient l'échanger. » Mais il faut qu'une équipe accepte ce contrat-là qui est extrêmement lourd. Puis là, probablement qu'il y aura un deal où les Browns doivent payer une partie X du salaire. C'est vraiment pas très jouable. Ils sont un peu prisonniers de ce contrat-là. C'est la vie. Je le voyais se réchauffer avant le match. Il a l'air dans un bon mindset. Là. Puis, incroyable. Là. T'as-tu vu en plus comment que les Browns ont joué quand ils étaient plus là? On dirait que ça leur tentait plus de jouer. C'est ça aussi, là, c'est l'effet qu'il y a sur l'équipe. Oh. Ouais, c'est pas beau. Pauvres partisans des Browns. Je vais aller à la question de Joël Chevary. Il nous dit « Depuis l'an passé, les arbitres appellent une punition qui ne fait pas trop de sens à mes yeux. » Je pense que c'est plus que l'an passé, mais tu nous le diras. Le ineligible man downfield, qui est décerné à un joueur de ligne qui s'aventure trop loin sur un jeu de passe. Autrement dit, quand il y a un jeu de passe, les O-line doivent rester à la ligne de mêlée. S'ils avancent, c'est une pénalité avant que la passe parte. Cette punition sert à qui au juste? Si l'attaque est prête à envoyer un bloqueur plus loin, quitte à mettre en péril son corps arrière, c'est leur problème. Même que je trouve que cette punition annule souvent des beaux jeux et le spectacle en souffre. Je vois pas trop ce qu'il y a de mal dans cette infraction. Vous en pensez quoi? Ben, c'est que je comprends l'esprit de la question, là, Joël. C'est sûr que oui, ça gâche des jeux, mais... Puis là, tu te dis, bon, est-ce que l'attaque peut prendre le risque d'envoyer ses bloqueurs plus loin, puis tant pis, advienne que pourra? Mais c'est que ces joueurs-là deviendraient éligibles à capter une passe tout le temps. À un moment donné, tu peux pas favoriser l'attaque. Les 5 gars de... Non, mais les 5 gars de la ligne sont pas éligibles à recevoir une passe. Là. Même s'ils traversent la ligne de mêlée. T'en déclares un éligible avant chaque jeu. Là, on entend souvent ça au micro quand on est dans le stade. Mais ça, tel c'est numéro le 6e. Non, éligible. c'est le 6 et 7. Là. Mais, mettons que tu mets 6 gars sur la ligne, t'en as un qui devient éligible, mais les 5 gars de la... En tout cas... Pas nécessairement. Vérifier, là, mais... Pas nécessairement. Okay. Tu peux avoir un bloqueur dans une formation à 5 sur la ligne offensive là, qui peut aller capter une passe. Donc, c'était une façon, de ce que je comprends de ce règlement-là, mais écoute, j'ai pas la certitude à 100%. Là. Je suis pas non plus plongé dans le livre des règlements tant que ça, mais de ce que je comprends, c'était une façon pour la Ligue de se protéger du fait que tu peux pas à un moment donné envoyer tes gars en avant, puis écoute, on passe, puis n'importe qui ramasse le ballon. Là. C'était un peu une façon de se protéger. Moi, je pensais surtout que c'était pour pas qu'ils commencent à faire des blocs. Là, là. C'est une façon aussi de dire... Ça permet au moins à la défense de s'ajuster, de dire, OK, si les gars sont en train d'attaquer, c'est que c'est une course, puis etc. Il y a une question de lecture de jeu là-dedans. Je comprends par contre que c'est un flag qui s'ajoute, qu'on est tanné des fois des festivals de flags, là, que le mouchoir n'arrête pas de sortir, qu'il y a des beaux jeux qui sont annulés. Mais la Ligue a certainement pas adopté cette approche-là pour le fun. Tu reconnais ce son? Bien sûr! C'est le son du moment Robin. On s'en passerait Robin, plus. Encore une fois cette semaine? Non. Merci Robin de toujours être aussi fidèle au poste. Sans toi, la période de questions ne serait pas la même. Et là, je vais lire sa question. Salut à vous deux. J'ai une suggestion visant à résoudre finalement l'éternel et constant débat concernant le MVP, le fait que ce soit toujours un QB. En effet, là, je pense que c'est quoi? On le dit souvent, c'est 2012 la dernière fois qu'un joueur Adrian Peterson, puis c'est 15 des 16 dernières années que c'est un QB. Bon. Alors, une suggestion qui devrait plaire particulièrement à Jean-Nic. Ouh! Oh. Mon doux, il veut me plaire, Robin? Ok, je vais écouter. Je propose un nouveau trophée remis au Quarterback of the Year. Et là, comment vous pensez que Robin appelle ce prix? Le Tom Brady Award. Ah, pour te faire plaisir. Yes. Non. Ouais, donc. On va appeler ça le Dan Marino Award. Ouais. Ainsi, on récompense le meilleur QB de la saison, tout en rendant hommage de façon permanente au plus grand QB de l'histoire. Bon, là, évidemment, ça, le plus grand QB de l'histoire, on en reparlera. Mais je pense que le fond de la pensée de Robin, c'est est-ce qu'on devrait pas donner un prix pour le carrière de l'année et un MVP qui exclurait, disons, les corps arrière. Qu'est-ce que t'en penses? Je comprends le point, mais ça veut dire que t'exclus le corps arrière de
toute possibilité d'être le joueur le plus utile. Disons que Robin n'est pas aussi clair, là, mais c'est parce que là, ça commence à faire plusieurs prix. Le joueur offensif de l'année, le MVP sans les QB. Même, c'est parce que si tu gardes le MVP, tu sais... Je pense que Robin, il veut rien faire un prix Tom Brady. Non, j'irais pas jusque-là, mais... Non, mais je comprends. On est tous tannés là, que des fois, ça soit assurément le QB qui est le MVP, mais tu peux pas non plus l'exclure. C'est ça que je me demande par rapport à la question. C'est que si tu dis, OK, bon, ben cette année, le lauréat du prix Tom Brady est Patrick Mahomes, c'est-tu un prix qui surclasse le MVP? C'est-tu juste de dire, ah ben là, maintenant, dans les MVP, tu peux plus nommer de corps arrière, donc on va décerner le corps arrière de l'année? Mais le MVP doit forcément être un porteur de ballon, un ailier défensif, toute autre position finalement. Je sais pas à quel point c'est faisable parce que tu dis dans la définition joueur le plus utile, qu'on l'aime ça ou non, c'est forcément, bien souvent, plus souvent qu'autrement, un corps arrière qui est le plus utile dans son équipe. T'sais, à part si quelqu'un a une autre position à une saison là, pour les âges. Je pense à un Tyreek Hill cette année. S'il va chercher 2000 verges, t'as plus ben le choix de le considérer. Là. Mais c'est sûr, écoute, on vient tanner. Là, c'est un honneur pour les corps arrière, puis ça devient un peu une mascarade, mais en même temps, ça reste la position la plus importante sur le terrain. Fait que c'est plate comme réponse, mais je ne sais pas quoi faire pour qu'il n'y ait plus ce problème-là. Personnellement, je vois pas vraiment de solution. C'est ce qui met fin à notre période des questions. Merci d'avoir participé. On va regarder certaines de vos questions. On a peut-être passé, je sais pas, là, même pas la moitié de ce que vous nous avez envoyé. Vous êtes très gentils. Continuez à nous en envoyer. Lâchez pas, on va essayer de les passer lors de la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez toujours nous en écrire, nous envoyer des questions. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter ou vous pouvez même vous mettre membre de notre groupe Facebook, Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. Un groupe très actif où on discute. Même Stéphane, des fois, il nous fait grâce de ses commentaires et de ses analyses. Des fois, j'y vais. Bon, le monde aime ça, de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire là, quand toi, tu leur dis quelque chose, ils t'écoutent. Ils font bien. C'est parce que des fois, je le sais pas moi-même. Ouais, je sais bien. C'est des gros dilemmes, ça, le fantasy, là, Jean-Nic. Je sais. Puis ça peut avoir des incidences très graves en plus. Fait que faut peser le pour et le contre. Il y en a qui deviennent marabouts. Oui. J'ai gagné mes 3 fantasy cette semaine. Bon. On a-tu gagné? Hey, comment ça va notre saison avec la gang des podcasters? Hein? Non, ça va bien. On est 3e avec 5 victoires, 2 défaites. Here we go! Excellent. Tu vois, je m'occupe bien de notre réputation. Je vois ça. Je suis fier de toi. OK, puis comment on fait pour nous envoyer un courriel aussi, Steph? Ouais, la zone payante à commercial-québécoismedia.com. C'est le fun. Il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Puis j'aime ça que tu le rappelles à chaque fois, Jean-Nic, mais moi aussi, je vais le dire. Là. Prenez-le pas personnel. On va essayer de vous revenir tout le monde. Continuez d'envoyer des questions. On a du fun, mais des fois, le temps nous manque. On veut pas étirer la sauce trop longtemps, des fois. Mais on vous aime tous. On apprécie vos questions. Merci d'être là. OK, merci. On fait une pause et ensuite, on s'en va au bar. Bougez pas. C'est l'heure, mon cher Steph, de se présenter à la chronique au bar. Est-ce que tu veux commencer cette semaine ou tu veux que j'y aille? On a la chronique au bar cette semaine. On envoie des gens pour réfléchir ou c'est un endroit où on finit le show. On finit le show au bar. Si tu veux, je peux y aller. Vas-y, moi ça me dérange pas. Je suis courtois, je te laisse décider. Fais-le comme tu le sens. Je sais que c'est vrai là, que le climat est pas fameux, là, là, peut-être dans vos milieux de travail, peut-être même dans votre famille, avec vos amis. Il y a la guerre. Là, il y a 2 guerres en ce moment. Puis je pense qu'il faut être aveugle ou fou ou vraiment pas lire les journaux ou vivre dans une grotte pour pas savoir ça. Ben, au Michigan, dans un match des Spartans, il y a eu quand même quelque chose qui a été fait par quelqu'un qui doit vivre dans une grotte ou être un agent provocateur, mais il y a eu sur le tableau
indicateur pendant un match du college au Michigan, l'Université du Michigan, un quiz, et on a mis une grosse photo d'Hitler en disant « Où est né Hitler? » Fait que là, écoute, là, évidemment, hein, tu fais ça, mettons, avec, je sais pas moi, Julia Roberts ou Mick Jagger, là, tu sais, des superstars. Là, où est-il né? Mettons, là, une vedette de cinéma, là, tu dis, wow, là, tu sais, c'est vrai, là, il y a peut-être une attrape, là, il est peut-être né à le Paris. corps arrière des Spartans, ou... Genre. Fait que là, évidemment que ça a causé tout un émoi, étant donné, là, évidemment, ce qui se passe dans le Moyen-Orient, assez que l'Université du Michigan a suspendu l'employé responsable de ce qui est diffusé sur le tableau indicateur, mais il l'a suspendu avec solde. Alors, ils ont encore une enquête à faire. Donc, je vais les envoyer au bar. Je vais envoyer le propriétaire au bar et le gars qui a laissé passer cette question sur le tableau indicateur. Puis, mais là, le propriétaire, c'est pas mal l'université, là. Oui, excuse-moi, t'as raison, oui, l'université. On n'est pas dans NFL. Non, c'est ça, j'ai ma langue a fourché. Puis, over the top, en plus, l'université a perdu ce match-là 49-0. Ouais, ça paraît bien. Je suis comme... Ouais, là, c'était vraiment pas leur fin de semaine. Là. Fait que moi, je les envoie au bar. Puis comme c'est un fail, je vais faire boire un failure cocktail. Le failure cocktail, c'est 25 ml de Whiskey Cream Irish Finney's Luxurious. Ouf, là, on trouve-tu ça à SAQ, ça? Du Whiskey Cream Irish Finney's Luxurious? T'as l'impression là, que tu vas nous faire voyager puis dépenser, là. Mais c'est lui qui va payer, de toute façon. Oui, exact. Donc, après le Whiskey Cream Irish Finney's Luxurious, il y a un 25 ml de cognac que François Voyer. OK. Alors, un 25 ml et 10 ml de liqueur de mandarin. T'as à boire, c'est dispendieux faire des niaiseries. Puis de la glace pour finir, avec un peu de crème encore over the top. Donc, j'envoie le responsable et le gars de l'université qui gère le programme au bar à boire ça. Puis, je vais faire juste une petite parenthèse, là. Mais pour ceux qui ont des médias sociaux, là, je sais que t'en fais partie, félicitations, et sans doute la majorité de nos auditeurs. Est-ce que t'as vu le trend sur Taylor Swift et les femmes qui disent à leur mari que Taylor Swift a mis Travis Kelce sur la map? Je te résume, OK? Une femme arrive dans la cuisine, là, ouvre son téléphone, puis filme son mari un peu à la caméra cachée, là, et lui dit « Hey, chérie, je sais pas si t'as vu ça, là, mais t'as vu que Taylor Swift sortait avec un gars de la NFL, là? Un gars qui s'appelle Travis Kelce. Là, le gars, il corrige Travis Kelce. Ouais, c'est ça, Travis Kelce. Hey, je te dis que Taylor Swift est vraiment en train de mettre le gars sur la map, là, tu sais, là, est en train d'exploser sa carrière grâce à elle, tu sais, il va être enfin connu. Puis là, tous les gars pognent les nerfs. Voyons, il va être connu. Il a gagné 2 Super Bowls, c'est le meilleur tight end, puis c'est un Hall of Famer, là. Il n'y a pas besoin de Taylor Swift pour être connu. Fait que là, tous les gars pognent, tu sais. Puis, évidemment, c'est un prank, là. La femme sait très bien qu'elle va craquer son mari, oui. Mais il y en a vraiment des bons, là. Fait que je vous invite à aller voir ça. C'est quand même drôle, ça. Ouais. Vous irez voir, mettons, là, sur TikTok ou sur... vous mettez Travis Kelce, Taylor Swift prank, là. Puis c'est vraiment bon, là. C'est ou prank, puis on the map, là. C'est Taylor Swift, put Travis Kelce on the map. Ça aurait été notre genre de choquer puis d'embarquer, là. Ben oui, c'est ça, là. Les gars, tu vois des gars qui se retournent vraiment lentement puis qui regardent leur blonde et disent là, tu dis plus jamais ça, là. Tu me niaises. Ouais, c'est vrai. Non, il y en a des très bons. OK, ton gars qui s'en va au bar, c'est qui cette semaine, mon cher? Ouais, moi j'envoie au bar Monsieur Chris Olave, receveur des Saints. Non! Il est dans mes poules. Je sais pas si t'as vu. Ben, moi je l'envoie au bar pareil, là, dans ton pool ou pas. Tu l'habilleras pas, il arrivera en retard, peu importe. C'est-tu un gars qui arrive en retard? D'abord, mais ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est un gars qui arrive en retard ou c'est un gars qui est pressé et qui veut arriver à l'heure quand il faut? Ouais, c'est ça. Là. Je sais pas c'est quoi sa raison. On va expliquer le contexte aux gens, à nos fidèles auditeurs. Bon, Chris Olave,
se promène en auto dans une zone de 50 à 110 km/h. Bon, écoute, ça, c'est une chose que c'est pas super, mais je l'envoie pas au bar pour ça. Non, mais c'était-tu autant que ça? Attends un peu, là. Oh, oui, c'est parce que toi, tu l'as pris en miles per hour. Moi, j'ai fait la conversion. Il roulait 35 000 de plus, là. Ouais, mais là, moi, je suis en kilomètre heure. Parle pas contre Chris Olave, là. Attention, là, je suis un fan, moi. Ouais, mais je suis un fan aussi. Mais moi, là, je te parle pas de ton pool. Je te parle de ce qu'il a dit après. La vitesse, c'est une chose. Ah oui, vas-y, ça m'intéresse, je sais pas. Vas-y. Mais la suite du reportage qui est sorti après, les policiers l'interpellent. Bonjour, vous alliez vite pas mal, mon cher monsieur Olave, même plus vite que sur le terrain. Puis là, il dit, lui, non, c'est une blague, ils ont pas dit ça, là, mais ils disent, vous alliez vite pas mal. Il dit, ouais, mais vous savez, je suis qui? Vous savez que je joue pour les Saints. À moi, ça, là, ça me pue au nez. Quand quelqu'un se sert de ça pour pas se faire arrêter, moi, je suis meilleur que monsieur, madame, tout le monde. Là, je joue pour les Saints. Là. Moi, je suis gros, je suis big. Là. C'est bum pas mal. C'est bas. Trouve-toi d'autres choses. Ça fait un peu prétentieux. Hey, là, moi, monsieur l'agent, là, j'anime la zone payante. Là. Ouais, c'est ça. Tu l'essayeras pour le fun. Je sais pas ce que je fais, là. Moi, j'écris dans le journal. Puis, hey, come on. J'aime pas ça, je trouve ça un peu épais. Écoute, ça va prendre une bonne dose d'humilité à Chris Olave, le ramener sur terre un peu. Donc moi, je lui sers ça le humility drink. C'est encore mieux. Je lui sers un humble pie. Une bonne portion. Il n'y a pas un humble pie. Oui, ça existe, je te jure. Et puis ça commence par de la vodka à l'orange, de l'apérole, un quart d'once de jus de lime, du club soda, de la glace, puis si tu veux pour garnir, là, tu peux mettre, mettons, du zeste de citron, quelque chose comme ça pour faire cute. Fait que c'est ça, une petite dose d'humilité là, pour Chris Olave, là, qui va avoir une belle carrière dans la NFL s'il fait pas le tata. Donc la vitesse, oui, ça me tanne là, comme ça, dans une zone vitesse réduite, mais c'est surtout ce que je retiens, le manque d'humilité flagrant. Là. Écoute, tu m'arrêteras pas, je joue pour les Saints. Dit, hey, Puis, écoute, je sais ce que les gens vont dire. C'est pas le premier, puis c'est pas le dernier qui a fait ça. Je le sais, mais maintenant, avec les vidéos, on sait tout. Donc, me semble que lui aussi devrait savoir, qui est probablement filmé, que ça va se savoir. Dans ce temps-là, tu te tais, tu prends ta bouchée, puis tu t'en vas. C'est tout. Surtout qu'il y a moyen de payer. OK, merci Steph, merci à vous d'avoir été là. Bonne semaine de football, bon dimanche, bon Monday night. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone Payante. Merci, bye.